Dans la deuxième partie, nous allons voir comment les États-Unis, à partir de 1961, vont finalement reprendre l'avantage sur les Soviétiques, qui d'ailleurs est consubstantiel à la période de la détente et au retour de la guerre fraîche. Alors en 1961, on l'a dit tout à l'heure, John Fitzgerald Kennedy lance le projet Apollo. Le but est de faire en sorte que les États-Unis reprennent leur retard sur les Soviétiques. Et en 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont le premier équipage qui sont envoyés et qui vont fouler le sol de l'air. Michael Collins, non, puisqu'il resterait à l'intérieur de la capsule Apollo. Mais Neil Armstrong prononce sa fameuse phrase « C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité ». Phrase mythique, mais tout sauf improvisée, puisque ça fait des années que la NASA va organiser et planifier ce slogan. Et Neil Armstrong avait pour obligation de ressortir devant les caméras du monde entier cette phrase qui veut dire quelque part nous sommes l'humanité, nous Américains, et nous avons été capables, en foulant le sol de la Lune, non seulement d'être supérieurs idéologiquement aux Soviétiques, mais d'incarner une humanité qui est incarnée par notre propre idéologie. Donc là aussi, on voit bien le lien qui existe entre la course à l'espace et la guerre froide en tant que telle. Alors ce qui est important à noter, c'est que même si en 1969, les Américains prennent l'avantage sur les Soviétiques symboliquement, on est quand même dans une période de détente, et cette période de la détente, elle va également avoir des conséquences dans cette course à l'espace, puisque à l'issue des accords de 1972, les fameux accords SALT I, qui sont deux choses, c'est-à-dire fixer le seuil de missiles balistiques jusqu'à un certain niveau, 1600 pour les Soviétiques et 1000 pour les Américains, c'est-à-dire que Américains et Soviétiques s'engagent à ne pas augmenter leur nombre de missiles balistiques au-dessus de ce qu'ils viennent de signer. Et le deuxième élément des accords SALT II, c'est l'interdiction d'un bouclier antimissile qui remettrait en cause la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que si un des deux adversaires se dote d'un bouclier antimissile, finalement, la dissuasion nucléaire de l'autre ne pourrait pas jouer. Parce que si vous attaquez votre adversaire et que vous avez un bouclier antimissile pour vous défendre, vous n'avez pas à craindre la représaille de l'autre. Donc finalement, cette interdiction du bouclier antimissile va impliquer que soient envoyés dans l'espace des satellites d'observation pour voir si ces clauses de l'accord SALT II sont respectées par les deux adversaires. Donc finalement, en 1972, la navette Apollo et la navette Soyouz vont fusionner, enfin se coordonner dans cette surveillance de l'espace aérien au nom de la surveillance des accords SALT II. Donc finalement, on est dans le lien toujours, ce qui est le cœur de notre problématique finalement, de la course à l'espace liée à la guerre froide. Elle est d'autant plus que, alors ça va être ces accords SALT II sont finalement, même s'ils paraissent égalitaires, plutôt à l'avantage des États-Unis parce que ça va contribuer finalement à geler les programmes spatiaux du côté soviétique et maintenir l'avantage au niveau américain. Ce qui est d'autant plus important, c'est qu'en 1983, Ronald Reagan lance le programme Guerre des étoiles qui vise ni plus ni moins à militariser l'espace et qui vise finalement à revenir sur ces accords SALT II, développer un bouclier antimissile pour faire en sorte que la dissuasion nucléaire américaine devienne une dissuasion élargie. Et finalement, non seulement les Américains ont eu l'avantage en 1969, mais ils ont également l'avantage en mettant en place un embryon de système. Vous en avez un exemple qui apparaît ici. C'est-à-dire que la militarisation de l'espace soviétique vise, dans le cas où les Soviétiques pourraient lancer éventuellement un missile balistique, technologie qu'ils maîtrisent depuis la fin des années 50, vous auriez en fait des satellites de surveillance qui seraient capables de détecter la trajectoire et l'itinéraire du missile, à la fois dans sa phase ascendante et dans sa phase linéaire, c'est-à-dire quand elle est suffisamment pas assez rapide pour être interceptable. Et ensuite, vous auriez, par un système de miroirs laser et de canons électromagnétiques, la capacité en fait d'intercepter ou de geler sur place ou de détruire les missiles qui sont en train d'être envoyés. Donc finalement, malgré la fantasmagorie de cette technologie et son caractère partiellement inefficace, puisque vous ne pouvez pas intercepter l'équivalent de 1200 têtes nucléaires avec simplement quelques missiles intercepteurs, on voit bien que cette course à l'espace donne un avantage supplémentaire aux Américains, oblige les Soviétiques à augmenter leur propre budget spatial, et ce sera d'ailleurs une de ces raisons, c'est-à-dire la flambée du budget spatial et la flambée du budget militaire, qui expliquera aussi la chute de l'URSS en 1991. Donc finalement, la guerre froide commence en 1945, avec l'envoi d'un Erner von Braun aux États-Unis et à la fois du démantèlement du système balistique de l'Allemagne vers l'URSS et se clôt en 1991 par la victoire américaine dans la conquête spatiale.